faire un podcast. Qu'est-ce que tu veux de plus? Y'a rien qui est plus fait. Fast and Furious. Cache tes affaires. C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Fuck l'intro. Fait que Thomas, tu t'ennuies-tu de faire des shows? Ben, je suis rouillé. J'ai ma phobie de faire des shows. Je suis convaincu que je suis rendu mauvais. Et je suis certain que je me souviens plus de mes blagues. Alors, un de mes cauchemars, c'est souvent quand je dors, je rêve que je suis sur scène, je sais plus quoi dire. Et des gens que j'aime ont honte, puis leur visage disparaît, puis je peux plus leur parler. C'est une phobie. Ben, t'es-tu stressé à ce point? Ben, mettons, en conditions normales, là, t'es-tu stressé à ce point-là de faire un show ou c'est juste à cause de la COVID que tu files de même? L'option B, avant, j'avais un peu le trac. Je crois que c'est normal d'avoir le trac. Mhm. C'est une anxiété de performance. Mais depuis la COVID, je sais pas si je suis encore bon. Ah, je suis sûr que tu l'es. Je suis sûr que tu l'es. Ben, garde alerte aussi. Tu as starté des podcasts là, sur le web pas mal. Là. Fait que ça garde ton quickness un peu, ça, selon moi. Là. Je pense pas. Je pense que c'est deux choses différentes. OK? Avoir deux métiers. Je veux dire, je vois le genre d'être excellent à la radio puis il était pas sur scène. Ouais, t'as un excellent. Ben, c'est parce que tu punches beaucoup dans tes podcasts, veux pas. Je sais pas si c'est voulu ou si c'est pas voulu, là. Mais Ben, c'est tu viens- voulu, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, tu viens à puncher, puis je pense que ça garder un peu ton sens de timing, ça peut t'aider en tant que tel. Ah, moi, c'est pas une question de timing, c'est une question, je me souviens plus de mes jokes. Je me souviens plus vraiment de mon matériel, je sais plus du pacing, j'ai plus confiance en mon matériel, c'est plus ça. As-tu juste des gros blancs sur stage? Oui. Puis quand j'ai des gros blancs, je parle plus fort et je fais encore plus de gestes. Ok. Je m'en sors en disant fais, bouge tes bras, ils sauront pas que tu paniques. Et tout le monde se dit ah, il panique. Wow! Oh boy! Hey, première question que je veux te poser. T'es-tu écheuré de te faire demander, puis je l'ai dit en mode boss, écheuré. Es-tu écheuré de te faire demander si t'es en même famille que Kat Levac? Zéro, parce que Catherine Levac, c'est une femme que j'admire et le fun. J'haïrais ça si mon nom c'était, mettons, Magneta. Si mon nom c'était Thomas Magneta, puis à chaque fois je fais non, mais vous comprenez pas, j'ai rien contre les petits minous, je peux tuer personne. Correct, là, je me sentirais mal, mais si on me dit, hey, es-tu dans la même famille que l'artiste qu'on aime tous, qui est plein de talent? Ah! Et en plus, que je leur dis non, ils me croient, parce que je ressemble zéro à cette femme-là. Elle a des cheveux, elle est délicate, elle est cultivée. Et moi, on dirait que je suis un pet de Catherine. Je pourrais être dans la même famille que, mettons, mais je pense pas que je pourrais être dans le même ADN. Oh wow! Je sais que à la base, tu faisais surtout, t'étais writer, t'étais comme reconnu comme étant des meilleurs writers de ce que moi j'avais entendu parler, là. T'as commencé à faire de l'humour après quel événement? C'est quoi qui t'a poussé à faire dans le fond, à monter sur scène, là? Une des raisons pourquoi je suis humoriste, c'est grâce à J.C. Surette, après un Olivier, après le gala des Oliviers, plein d'humoristes ont dit non à sa soirée d'humour à Verdun, parce qu'il était le lendemain de veille. Il m'a écrit. Alors j'ai remplacé. J'étais nul. Mon set, j'ai conté une mauvaise histoire aux danseuses. C'était horrible. Et j'étais crispé comme ça. Je suis un peu comme ça. Alors à la fin de mon show, j'avais vraiment mal au dos. Alors, mais j'ai eu la piqûre, c'est donc bien le fun. Ça m'a pris 2 mois. Après 2 mois de faire plusieurs shows, j'ai un spectacle où j'ai pas eu mal dans le dos. Je me suis dit, je m'améliore. J'ai pas de rire, mais j'ai plus mal dans le dos. Ah, on prend les petites victoires, hein, on va dire Une comme petite ça. victoire. J'ai pas besoin d'aller chez le chiro après un spectacle de 7 minutes. Ok, tu vois ça de même. Moi, c'est le contraire. Moi, je serais complètement scrap, là, mais. Tabardache. Mais, dans le fond, moi, je t'ai découvert, comme tout le monde, à sous-écoute, la première fois que t'as fait sous-écoute. T'as-tu senti un gros changement de ta vie avant versus après ton premier sous-écoute? Parce que... Gigantesque. J'ai eu des milliers de personnes qui sont abonnées à ma page. Alors, je me suis dit, les gens m'apprécient. Et déjà, j'écrivais beaucoup de blagues sur Internet. J'ai continué. La réaction était bonne. Puis je me suis dit, il y a des gens qui s'intéressent à moi. Alors, si je fais des choses
il signe mes trucs. Peut-être qu'il y a un avenir là-dedans, plutôt que juste travailler pour les autres en télé et en humour. Comment c'est arrivé ton premier sous-écoute? Tu connaissais-tu Jean-Thomas Jobin? On avait juste une fois joué au hockey ensemble. Qu'est-ce qui Ok. s'est passé? C'est qu'il m'a écrit, je me rappelle, jouer au basketball sur Papineau et entre Ontario et Maisonneuve. Pour prendre le pont, il y a un terrain plein de poussière. Où je joue au basketball, là, j'ai reçu un message Facebook qui dit « Je te trouve bien drôle, tu vas faire sous-écoute. » J'ai dit « OK. » Et j'ai fait sous-écoute. Et quand j'ai fait sous-écoute, je me rappelle avoir pensé que je me suis planté. Je pense, dans ma tête, personne riait puis j'étais poche. Et c'est quand que ça a été mis en ligne que ça a marché et que ça a explosé. Ben, honnêtement, je sais pas à cette heure, là, mais je pense qu'encore jusqu'à aujourd'hui, c'est un des épisodes, sinon l'épisode préféré à cause de la passe du botteur. Puis man, C'est incroyable. mais puis ton anecdote de casino et tout, là, excusez, là, mais que tu fais le gars qui veut se suicider au casino, c'est malade, là. Mais ce qui m'a... ce qui m'a beaucoup aidé, Jean-Thomas, au début du podcast, a lu mes blagues. Ouais. Alors, il y avait Jean-Thomas Jobin, Mike Ward, un inconnu. Il a fait, tu sais, l'inconnu, là, il est drôle, la preuve. Il a lu mes blagues. Et quand j'ai entendu mes blagues, avoir des rires, ça m'a donné confiance. Ça m'a détendu. C'est ce qui a fait que le podcast s'est bien passé, parce que j'étais détendu. Ça aurait été horrible. C'est dans mes histoires que j'ai trippé le plus, là. C'est genre legit, là. Je pense que ça faisait peut-être une couple de mois que j'avais commencé à faire de l'humour quand j'ai écouté ça, puis j'étais comme holy shit, que c'est drôle, là. Genre, pis tu le racontes, c'est parce que t'as un naturel comique, fait que tu le racontes, t'essayes pas de puncher, tu fais juste puncher, de même. Pis t'arraches tout, pis j'étais comme Chris, que c'est bon, là. Ça faisait un bout que ça m'était arrivé, là. Puis j'avais un passé d'auteur. Ok. Ouais. Mais Pis dans le fond, toi, comme auteur, t'as commencé comment? T'as écrit pour qui? J'ai écrit pour Adi Mekalidé, Mariana Mazza, Catherine Levac un peu plus tard, et j'ai écrit pour la télévision, j'ai écrit pour Des Bye Bye, j'ai écrit pour l'émission Med, j'ai écrit pour les Détestables qui étaient à V, jadis. Ok. C'est à peu près ça. une J'ai session eu de ça. en mode salvaille, il faut que je le mentionne. J'ai écrit pour la première saison en mode salvaille. As-tu croisé Salvaille un peu? Yes. Ou... Eh ben, j'ai jamais croisé, j'ai déjà vu son pénis par contre. J'ai croisé plein de fois vu que je travaillais pour lui dans ses bureaux et j'ai vu son pénis, c'était incroyable. Question full. Question vraiment pertinente. Il ressemble à quoi son pénis? Ouais, il ressemble à Serge Postigo. Il a autant de charisme et de force. Il a un gros pénis fort. Tu sais qu'il est fou du pénis à Éric Salvaille. Il doit pas le montrer, mais quand tu vois son pénis, tu comprends qu'il le montre. Après, ça se fait pas. Mais il y a un pénis de porn star. Ah ouais, ce point-là. Ouais, c'est vraiment un beau pénis. Tu t'es senti comment la première fois que t'as vu cette affaire-là? Bouleversé. C'est vraiment bizarre quand ton patron te montre son pénis comme ça. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment, 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 vraiment étrange. Le pire, oui, son pénis, c'est horrible. Le pire, c'est qu'après, il se rezippe, il s'assoit, puis c'est quoi tes jokes? Et j'ai dû ensuite, après avoir vu son pénis, j'ai dû vendre des jokes. Pas y vendre, il payer 3$, là, mais lui vendre mon matériel, lui dire ce matériel-là, tu vas le dire en nombre. Puis dire, moi, ça marche pas. Dit que ça marche pas à cause du matériel ou ça marche pas parce que l'ambiance est bizarre. Parce que tu viens de montrer ton pénis dans une réunion. Ah, c'est Ça faisait-tu longtemps que tu travaillais pour lui? Au moins 6 mois. Ok. Je suis rentré au mois d'août. J'ai vu son pénis, je pense, au mois de février ou au mois de janvier. T'étais-tu fait avertir par d'autres employés que ça arrivait ou ça juste. Voyons, Non, ça sort de non, où? il l'avait déjà fait dans une réunion, mais pas à moi. Tu sais qu'il était fou. C'est que j'étais dans la position où je l'ai vu le faire à un autre, puis il me l'a fait. Je sais pas comment je réagirais pour vrai. Je sais pas si je serais insulté ou je serais comme sérieux, bonne graine. Ou de la violence. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit waouh, tu l'as pas frappé. C'est ça qui est fucked up de son geste. C'est là où tu te sens mal, c'est que tu te dis comment ça je l'ai pas frappé. C'est émasculant. C'est comme comment ça, il y a un gars, il m'a montré sa graine. Ah, puis j'ai pas ouvert la mâchoire, c'est donc bien bizarre. Mais il y a beaucoup d'événements dans ta vie que tu te dis, mettons, si je pogne ma blonde au lit avec un autre gars ou peu importe, des événements que tu te dis comment je vais réagir. Mais t'anticipes pas vraiment que ton patron, quand t'es un gars, va te montrer sa graine fly-by de même. Ouais.
C'est très étrange. Je Ok. sais pas de Je vais te poser la question, ça t'arriverait une autre fois, comment que tu penses que tu pourrais réagir cette fois-là? Mais ce qui est cool, je dirais sûrement, hey, Eric Salvaille sort de ce corps, puis ça briserait tout. Ce qui est génial, c'est que maintenant que c'est tellement associé à Eric Salvaille que tu peux juste le dire, ça c'est un Eric Salvaille, ça enlèverait tout. C'est un peu comme n'importe qui, dis-je, qui approche sa bouche de quelqu'un. Tu fais yo, Marc-Pierre Morin, puis tout le monde prend rien, puis t'as l'air fou. Vrai. Bon Effectivement. point. T'as une très bonne façon de réagir, Simonac, puis dans le fond, la fin de... quand Salvaille est sorti combien... Ben, son histoire est sortie combien de temps après cet événement-là? Tu travaillais-tu encore pour Salvaille? Non, je suis Ok. sorti quelques semaines après mon agent m'a sorti de là. C'est toi qui as demandé de sortir de là, ou... Voici ce qui s'est produit. Moi, j'allais très mal à l'époque. J'étais très fatigué. J'avais beaucoup de rêves où le studio pognait en feu. Moi, je sortais l'édifice. C'était à l'Astral, qui est l'Astral, c'est dans à la place des festivals. Tu sors à la place des Arts et tu traverses Berry. Et je m'en souviens, il y a un matin, je me suis dit, si je mets mon pied sur Berry, les voitures, je crois qu'ils vont à la vitesse parfaite pour me briser le pied, mais pas trop longtemps. Que je vais être blessé, aller à l'hôpital, puis j'aurai plus besoin de travailler, mais je vais pouvoir marcher normalement après 6 mois. Ça fait que j'ai réalisé que ça va pas bien quand tu évalues comment casser ton pied pour pas aller travailler. Il y a une journée, je m'en souviens, j'étais malade, je suis quasiment jamais malade, j'avais mal dans le ventre, des grosses nausées, des sueurs. Et j'avais observé quand j'étais on avait une pièce des auteurs, la salle des scripteurs. Quand j'étais dans cette pièce-là, j'étais excessivement mal. Quand j'en sortais, ça allait mieux. J'ai même fait le test, il y avait la frontière, il y avait le cadre de porte. Je mettais mon pied, j'étais mal. Je sortais, j'étais bien. Je disais, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un des auteurs qui a fait, t'es malade, moi j'ai plein d'enfants à la maison, j'ai pas les moyens de pogner ce que t'as. Va à la maison, je m'en fous, je vais faire ton shift. J'ai appelé mon agent, j'ai expliqué mes symptômes, puis il m'a dit, c'était les symptômes d'un burn-out de 25 ans. Impossible que je te laisse avoir un burn-out à l'âge de 25 ans. Tu es censé tomber en amour, t'amuser, jouer, pas avoir un burn-out pour un show de variété pas bon à V qui vole toutes ses idées à Jimmy Fallon. Je te sors de là. 3 jours plus tard, je sortais de là. Ah, shit. Et j'écrivais à Louis Morissette parce que j'avais écrit un sketch avec Louis Morissette. J'ai écrit à Louis Morissette, j'ai pas de job, de tout quelque chose. Quelques mois plus tard, j'écrivais pour sa boîte de production KO, dans l'émission à Sketchmed. Puis les détestables. Okay. C'est comment la vie de writer? Parlons-en un peu, parce que j'imagine qu'il doit y avoir des périodes longues entre des contrats. Des fois, ça marche comment? Comment tu gères les contrats, comment ça rentre? Parle-nous un peu de ça. Moi, j'ai détesté être auteur. J'aimais écrire. J'aime le processus d'écriture. Je déteste comment trouver des contrats. Je ne suis pas capable, je ne suis pas bon pour trouver des contrats. Et je trouve ça extrêmement anxiogène. Je trouve ça difficile. Ce que fait, c'est une des choses que... C'est pour ça que j'ai arrêté. C'est que je me suis dit, après sous-écoute, et grâce à Facebook, j'ai quelques personnes qui me suivent. Quand j'écris là-dessus, je peux rejoindre du monde, j'ai un feedback. Mais par contre, je ne sais pas comment convaincre des producteurs de m'engager. Je n'y arrive pas, je ne suis pas capable. Peut-être que je suis pas assez bon, c'est fort possible. Je trouve ça bien trop stressant. J'envoyais des scénarios, j'envoyais des blagues, ça ne marchait pas. Alors, c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté. C'est qu'à chaque fois que je trouvais une gig, je trouvais que c'était un miracle. Puis je comprenais pas comment je l'avais eu. Puis c'était super difficile. Fait que c'était extrêmement anxiogène entre chaque gig, dans le fond. Là. Dans mon cas, moi, c'est l'est. Je connais d'autres auteurs. Eux, leur anxiété, c'est que j'ai trop de contrats, puis je sais pas lesquels choisir, puis je sais pas dire non. Jamais eu ce problème-là. Tout ce qu'on me donne, je le prenais. Et tout ce que j'avais, je me suis défoncé pour l'avoir. Sans nécessairement... Mais c'est comment que tu allais chercher ces contrats-là? C'est à la base, t'as envoyé un message avec des idées ou c'est comment que ça fonctionne en tant que tel? Exemple, pour en mode Salvaille, j'ai appris qu'il y avait un show. J'ai trouvé qui était l'auteur, le script éditeur. J'ai envoyé un sketch plus 25 blagues sur l'actualité. J'ai rencontré Eric. Il y a eu un long processus où je continue d'envoyer des blagues puis ils m'ont finalement engagé. Okay. Tout ce que j'ai eu, c'est que j'envoyais des affaires. Puis, question de même, il y a combien de temps entre tu envoies ta joke au script éditeur puis t'es engagé, à peu près? 3 semaines. 3 semaines? 3 Okay. semaines.
3 semaines d'anticipation de je suis pas sûr, des gros. Tabarnache. Ok, je comprends, je comprends. Ben, c'est que je me suis toujours demandé comment ça fonctionnait. C'est-tu genre, il y a un appel d'offres, il y a du monde qui va pas connaître du monde. Je savais pas comment ça fonctionnait en tant que tel, cette partie-là. Moi non plus, je sais pas comment ça fonctionne. Il y a une des choses que je n'aime pas en télévision. Peut-être qu'un autre auteur va dire Thomas il est perdu, puis Thomas il est niaiseux. Ce que j'aime pas en télévision, c'est que ça marche beaucoup par contact. Ouais. Alors, moi j'adorais l'appel d'offres, j'adorais des auditions d'auteurs, mais il n'y a pas ça. C'est beaucoup qui tu connais. Ce qui explique, à mon humble avis, pourquoi c'est les mêmes qui travaillent. Mais si vous engagez les mêmes personnes, ben chialez pas si c'est les mêmes jokes. Ouais, c'est les mêmes idées qui vont venir des fois. Là. Mhm. Mais tu sais aussi, c'est dans un sens, j'ai compris un peu tout. Tu sais, quand tu t'engages tout le temps les mêmes personnes, là, t'es comme dans ta zone de sécurité puis tout, là. Mais comme tu dis, ça fait tout le temps les mêmes jokes aussi, là, j'imagine, là, à longue. Et aussi, il y a un souci en télévision, c'est un rythme très rapide. Alors, tu veux des gens qui fournissent rapidement. Alors, quand tu tombes sur quelqu'un qui est habitué à ce rythme-là, tu le gardes. Mais peut-être que c'est juste une question de. Il tripait pas sur mon écriture. C'est tout. Il y a aussi ça. Puis moi, je me suis toujours. Ce que j'ai toujours trouvé difficile en écriture télévisuelle, c'est que tu dois plaire à environ 4-5 personnes. C'est ces 4-5 personnes-là que tu dois convaincre pour que ça passe à l'écran. Puis ensuite, tu t'adresses à des centaines de milliers de gens. Ce que je préfère sur Internet en ce moment, c'est que j'écris à des dizaines de milliers de gens. Et si des centaines de gens l'aiment, c'est parfait. Je préfère ces probabilités-là que plaire à juste 5 personnes. Ben, Jeff Merci me dit la même affaire. Il disait à toutes les fois que tu t'arrivais avec une super de bonne joke, tu savais qu'elle prenait pas. Puis après ça, il prenait ta joke mauvaise, puis t'as remettais sur le dos parce qu'elle marchait pas après. T'as-tu vécu ça un peu? Non, moi j'ai vécu beaucoup plus ce que je trouve hilarant. Ils trouvent ça ennuyant. C'est bien plus, ah ça c'est bon, puis ils me disent pas du tout. Et quand tu regardes en note, t'es comme, ben, il y a une autre émission qui va l'aimer, j'imagine. Là. Ou sur scène, il y a des sketchs, il y a des idées que j'ai faites sur scène qui ont fonctionné, puis je me suis dit, ah, chouette. Mais, vas-y, Faf. Ben, au moins, le public, il rit pas ta joke, mais c'est rare qu'il va t'insulter après une joke. Fait que tu dis, ah non, ça c'est pas bon, tu sais, ça te fait comme des petits couteaux à chaque fois qu'ils te le disent, là. C'est vrai. Non, mais c'est particulier, être auteur. Je dirais même être auteur en télévision au Québec dans les années 2010. C'est très bizarre. Et aussi, ce qui se passe en ce moment, je me trompe, il y a de moins en moins d'émissions humoristiques. Il y a plein d'humour en télé, mais il n'y a pas beaucoup d'émissions humoristiques. Comme tu dirais, mettons, je vous dirais, hey, on écrit en télé. Sur quelle émission? Il n'y a pas de... c'est vrai, principalement, présentement, c'est pas des sketchs, mais il va surtout avoir, tu sais, prochain stand-up, puis il va y avoir beaucoup de t'as les stand-up pêcheurs, j'imagine, t'as des... Les pêcheurs, c'est plus en ondes. Il n'y a plus vraiment de comédie. Les comédies qui existent, c'est, mettons, c'est comme ça que je t'aime. Mais François Letourneau, il écrit tout seul, puis c'est tant mieux. Il n'y a plus vraiment d'émissions. À l'exemple, mettons, si je tombe en 2002, ben, j'enverrais des scénarios à l'émission Catherine, des scénarios à l'émission Kilomètre Aujourd'hui, en 2020, au Québec, pas un sitcom. Mais je vais extrapoler. Je sais pas si c'est un symptôme mondial, ça, parce que, exemple, le dernier Joker, je me rappelle plus du gars qui l'a écrit, mais le gars qui l'a écrit, c'est lui qui a écrit les 3 derniers lendemains de veille. Puis il a dit, avec le climat qu'on vit présentement, que tout le monde est offensé par tout, comment tu veux écrire une comédie aujourd'hui? Il dit, je voulais même pas écrire de Joker, je voulais écrire une autre comédie, mais passer une comédie au cinéma, soit qu'elle va être plate, ou soit que les studios voudront même pas s'essayer parce qu'ils vont la trouver trop controversée. Ben moi, dans ce que j'observe, je pense qu'il manque pas de comédie aux États-Unis. En sitcom à TV. Ben oui, il y a vraiment pas. Au Québec, je pense pas que c'est une question de censure, c'est une question qu'il n'y en a pas. Il y a un truc particulier. Au Québec, on a décidé, depuis les Invincibles, qu'on faisait plus de sitcom avec des humoristes. Avec des décors en carton. Ok, ouais. Terminé. Comme les Invincibles, c'est ma série favorite. Youpi. Parce que bien des gens qui ont voulu imiter les Invincibles, mais ils n'ont pas la sensibilité ni le talent artistique, ni le talent esthétique, ni les comédiens qui ont. Ils ont dit, on ne peut plus faire du 3 caméras.
Mais du 3 caméras, c'est très, très, très efficace. C'est très populaire, c'est très le fun. Et c'est une bonne manière aussi de développer des nouveaux talents comiques. C'est une bonne manière de développer des gens qui écrivent. C'est une manière de, ben, tu fais tes dents là-dedans, puis ensuite, tu peux te développer. C'est pas si cher que ça à tourner, là, non plus, là. Non. Je trouve ça débile. Puis aussi, un truc qui est génial, des trucs qui sont laids au départ, ça vieillit pas mal. Les trucs qui sont ringards, exemple Friends, que les gens regardent encore. Il y a encore des gens de 11 ans qui écoutent Friends. Il y a des gens qui disent, yo, mais ça a mal vieilli. Ah, c'était laid en 97. En 97, c'était laid aussi. Fait que un truc qui est déjà laid peut pas mal vieillir. Mais justement, dans le temps, il y avait Friends, il y a eu How I Met Your Mother aussi. Si tu regardes présentement, il y a Family Guy, qui est comme qui est pas le même style, mais qui reste quand même dans la comédie. Ils ont des armées de writers pour écrire ça. Là. Genre, c'est pas 2-3 personnes qui s'assient puis qui jasent. Ces gens sont comme, je pense, qui a 20 ans, je pense, de writers autour de la table à se garrocher des idées puis à brainstormer. Là. Mm-hmm. Ils sont beaucoup. Puis t'as de l'autre bord South Park, que c'est carrément le même gars qui écrit tout, là. Puis il y a juste 2 gars que le job, c'est de dire c'est drôle ou pas drôle, là. Ouais, c'est différent. C'est des manières de fonctionner différemment. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'au Québec, en ce moment, c'était le cas avant, il n'y a pas ce qu'on appelle aux États-Unis des writers' room. Ce que tu viens de décrire. Il y a des gens qui, il y a un scénario, on leur punch, cette réplique-là, on pourrait trouver mieux, on est plusieurs dessus. Et ça, ce que j'aime, ce qui est malheureux de ne pas avoir ça, c'est que c'est une bonne école. C'est une bonne école et aussi une manière de trouver des talents. Parce qu'il n'avait dans le temps, là. Ouais. C'est parce que je faisais juste écouter des affaires sur les grandes gueules. Eux autres, il y avait le propre table de writer là, dans le temps. Puis c'était la radio, là. Mais tu penses que ça va revenir? À mon humble avis, la télévision, comment elle évolue. Parce que ça va bien plus s'enligner vers la télé-réalité. Je crois qu'en ce moment, on vit le paroxysme de la télé-réalité au Québec. Il y a Big Brother qui va bientôt être en ondes, ça va être un succès monstre. Et ils vont continuer à limiter. Je crois que si on voit les trucs... Prenons un exemple sur Rosalie Vaillancourt. Elle a sorti un sitcom, comédie musicale, par elle-même sur Internet. Parce qu'elle veut le faire elle-même, elle ne peut pas le faire à la télévision, je crois. La télévision va continuer à faire de la variété et que sur le web, tu vas avoir beaucoup plus de trucs scriptés. Ok. Mais c'est... J'allais dire, on fait pas ça. On fait pas. Le problème avec le web, surtout au Québec, c'est de monétiser tes affaires aussi. Là. C'est plus un problème. C'est plus un problème avec Mike Ward qui fait des affaires comme. Qui fait des centaines de milliers de dollars avec Patreon. C'est plus un problème avec Sexe Légal qui font des dizaines de milliers de dollars américains. C'est plus un problème avec les Don Relais aussi qui vont faire beaucoup d'argent. C'est pas un problème qui. Patreon, ça devient. Moi, j'avoue. Et aussi, c'est plus un problème avec les commanditaires, je crois. C'est ce que j'observe. Ils s'intéressent beaucoup plus au web parce que les statistiques web sont claires et les données web sont tellement précises. Tandis qu'il ne faut pas oublier qu'en télévision, les codes d'écoute, c'est une statistique aléatoire. C'est les Nielsen. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les Nielsen. Ben, peux-tu juste développer un peu, là? Je suis pas cave, là, mais... Comment ça fonctionne, les Nielsen? C'est comment ça fonctionne, les codes d'écoute au Québec et aux États-Unis? C'est qu'il y a, je sais pas combien de gens, peut-être 200 personnes qui ont des pagettes. Et les pagettes captent les signaux, les télévisions, partout où ils se promènent. Et c'est comme ça qu'ils font la statistique. Alors, on sait pas vraiment il y a combien de gens qui ont écouté la voix. On sait pas il y a combien de gens qui ont vraiment écouté. Tandis que... Une des raisons pourquoi Occupation Double il doit faire autant d'argent, il sait à combien de gens l'écoutent parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent sur Internet. Sur Internet, c'est qui l'écoute, combien de temps, quand est-ce qu'ils décrochent, ils ont-ils 2 écrans, c'est beaucoup plus clair. Alors je crois que ce qui mène le monde au 21e siècle et au 20e siècle, ce qui mène le monde, c'est les entreprises, c'est la pub. La pub, tout doucement, se dirige vers le web. Aux États-Unis, c'est quand même réglé. Là. On oublie que les 2 plus grandes entreprises, c'est Facebook et Amazon, 2 trucs sur le web. Alors si tout l'argent se dirige vers le web, il va y avoir des sites web, il va y avoir un moyen de faire énormément d'argent avec ça. Mais c'est vrai que tout côté business, marketing web, tu regardes ça, dans le temps, quand j'ai fait mon bac en admin, marketing web s'en venait tranquillement sur justement le plan de cours, de dire, regarde, ben, je pense que le web, c'est là pour rester, ça serait peut-être important de regarder ça puis de l'analyser.
Puis aujourd'hui, t'as comme 4 cours de marketing web, réseaux sociaux aussi, ça, puis t'es comme, bon, ok, c'est le temps qu'il y ait des chercheurs qui soient penchés pour créer un cours là-dessus, là. Mais c'est vraiment là que ça s'enligne tout. La publicité s'en va beaucoup sur le web parce que, comme tu as dit, c'est précis. Tu sais c'est quoi la tranche d'âge du monde qui vont écouter. Fait que si tu veux vendre des gros pick-up, tu ne vendras pas ça à des personnes de 18 ans. Tu vas aller chercher vraiment la tranche d'âge que tu veux les vendre ou whatever, c'est quoi tu veux vendre. Tu sais, juste sur moi, sur YouTube, je sais quand est-ce que les gens décrochent du podcast, quand est-ce qu'il y a à quelle heure ils regardent. C'est tellement précis. C'est tellement précis. D'ailleurs, parlons-en de ton podcast. Comment ça a germé l'idée de starter un podcast avec ta blonde? L'idée, c'est que faire mon podcast 1 à 1, le podcast de Thomas Levac, ça prend énormément de préparation et de concentration. C'est tough de me concentrer sur quelqu'un qui me parle de son problème avec son père, de ses problèmes familiaux, et en même temps qui me parle de son processus créatif, de ne pas rendre ça trop lourd, trop plate. C'est quand même beaucoup d'émotions à capter. C'est tough à faire. Et c'est pas humoristique toujours! Et je reste humoriste, puis je veux que les gens ils se rappellent. Moi, je ne suis pas José Lito Michaud. Alors, j'étais très jaloux de Tu me niaises et de Sous-écoute. Leurs amis à 3, et c'est drôle. Quand tu écoutes ces shows-là, tu t'attends à rire. Mon podcast, non. À mon avis, c'est pour ça que je peux avoir autant de gros invités. C'est qu'on n'a pas de pression d'être drôle. Je peux même montrer une autre facette. Fait que je peux avoir Martin Matt. Parce que Martin Matt, si j'ai dit, yo, performe pas, sois toi-même, il fait, ah, cool. Par contre, je veux m'amuser, je veux me détendre. Et j'ai dit à ma blonde, moi, je veux un truc. Je me rappelle, j'ai écouté un podcast très populaire aux États-Unis qui s'appelle Calm Town. 3 gars qui niaisent. Je me suis dit, je veux un Calm Town. Je veux un truc à 3, on fait juste niaiser. Mais moi, je veux une femme. Je veux une femme parce que mes meilleurs épisodes, c'est avec des femmes. Les épisodes que je préfère tourner, c'est avec des femmes. Mais par contre, les femmes qui sont hilarantes, ils ont plein de contrats. Ils n'ont pas le temps de passer 2 heures avec moi en studio à chaque semaine. Je l'aime! Et si j'ai dit, hey, veux-tu faire un podcast avec moi? Elle va partir à rire, elle va faire, ouais, c'est parce que je fais bien plus d'argent en télé qu'en radio. Oublie ça. Et je la comprends, puis c'est tout à fait légitime. Puis c'est Steph qui m'a dit, tu cherches une femme, moi la femme la plus drôle que tu connais, c'est moi. Ben, elle est partie à rire. J'ai fait, t'as raison! L'idée a germé. On va faire un truc à 2 avec un invité. On va être 3, c'est parfait. Si t'avais dit non, serais-tu encore avec? Ah, j'aurais trouvé. Oui, j'aurais trouvé. Je sais pas. C'est une autre question. Mais quand elle m'a dit, en plus, je veux faire un podcast, je croyais qu'elle niaisait, mais je la trouve réellement hilarante, Steph. Puis j'ai pas besoin de la vendre, on le voit dans le podcast. C'est hilarante, là. Alors, c'était. Puis aussi, ce que j'aime, on oublie que. Un truc. J'ai toujours eu la prétention que je serais un bon producteur télé, mais j'arrive pas à l'être. Fait que je me suis dit, être producteur de podcast. Puis j'ai toujours pensé, ce que je détestais en télévision dans les meetings, c'est qu'ils parlaient toujours que ça nous prend des vedettes, ça nous prend des A. Puis ça me tapait ses nerfs parce que je m'étais dit, être une vedette, c'est quelque chose qui disparaît ou qui apparaît du jour au lendemain. J'utilise toujours l'exemple de Ludivine Redding, je pense, pour le moment, si je prononce pas son nom. C'est une illustre inconnue. Et après, la première de Fugueuse, elle est plus boucable. Elle est trop occupée. Elle est devenue vedette instantanément. Puis c'est ça le derrière. Il ne faut pas aussi oublier qu'on aime avoir de nouveaux visages. On aime même être des visages rafraîchissants. Si l'épisode que vous avez aimé de moi sous écoute, c'est parce qu'on m'avait jamais vu. Fait que tout ce que je disais, c'était nouveau. Vrai. Alors, je suis obsédé par oui, c'est cool des vedettes. Mais avoir quelqu'un de nouveau, de le fun, avoir un talent là, brut que tu présentes aux gens, c'est ce que les gens préfèrent. Tu vois, là, juste sur le chat, j'ai 4 personnes qui me disent Couple ouvert, c'est très bon, un des meilleurs podcasts, très beau programme, Couple ouvert, puis tout. Il y a beaucoup de fans de ton podcast sur le chat. Oui, j'ai une femme chaude, drôle, qui parle de sexe de manière décomplexée, sans névrose. Garde-la, chum, garde-la! C'est vrai, il y a combien... C'est Steph qui disait ça, il dit, il y a combien quand tu écoutes dans les médias québécois, là, Internet et télévision, une femme parle de sexe, on dirait que c'est une névrose. C'est super compliqué, c'est super comme... Pas elle. Elle fait juste dire, yo, ça c'est ma sexualité, ça c'est ce que j'aime, ça c'est ce que j'aime pas, haha, on passe à autre chose. Mais y a-tu des... Avez-vous établi des no-limites avant, genre, va pas là, ou pas partout, c'est complètement all-in? Avant, il y a des trucs que je peux pas dire.
Elle me le dit, puis j'y vais pas. Ok. Ok. Je peux jamais parler de sa famille. Je peux jamais parler de sa famille. Fait que j'y vais pas. C'est la seule place où je peux pas aller, c'est sa famille et ses clients. Faut pas oublier que Steph, c'est une agente de spectacle qui a des clients. Et je peux pas faire, ouais, une telle est de même, un tel est de même. Mais c'est ta gérante, je pense aussi, hein? Oui. C'est combien? Ouais, C'est comment avoir ta blonde comme gérante? C'est génial. C'est extraordinaire parce que elle travaille 24... Moi, c'est génial. Elle, c'est terrible. Moi, c'est génial parce que je l'ai 24 heures sur 24. J'attends pas qu'elle me rappelle. Je rentre dans la pièce, puis je dis, je veux telle affaire, puis elle dit, je fais pipi, puis je m'en fous. Fait qu'il y a ça. Moi, j'ai un service 24 heures sur 24. J'ai le meilleur service que tu peux pas avoir. Je dors avec. J'ai une intimité aussi. Et vu que j'ai une intimité, pour moi et pour elle, on se dit des choses beaucoup plus rapidement. Des fois, je chante, pourquoi pas telle affaire? Puis elle dit, parce que tu serais pas bon à faire ça, puis t'es pas rendu là. Puis il y a un tel, une telle qui est plus qualifié que toi. Fais tes preuves. Là, va écrire une petite joke sur Facebook. Puis là, ça va être assez. Là. Parce que là, t'as demandé pourquoi t'as pas telle affaire. Il y a 3 secondes, t'en voulais pas. Là. Ah, t'as raison. Ça doit être plus facile à faire passer ces affaires-là, par exemple. Pardonne-moi? Ça doit être plus facile à faire passer les mauvaises nouvelles, de dire, regarde, je tiens à te le dire, t'as pas eu ça, pis t'es comme, ouais, ok, je comprends. Là. Ouais. Une fois qu'elle te l'a expliqué, c'est parfait. Là. Puis Steph, qu'est-ce qu'elle a fait avec moi? Elle a pris la meilleure décision, c'est que... Elle m'a dit, toi, ça, c'est adil. Tous les gens que j'ai... Me faire engager, c'est tough. Me faire engager, ça a toujours été tough. Alors, on fait en sorte que je sois indépendant. On fait en sorte que j'ai pas besoin, entre guillemets, des autres. T'es pas désespéré que le téléphone sonne, fait que ça te permet d'être... C'est moi qui appelle. C'est moi qui appelle. Puis, écoute, je veux revenir au podcast. As-tu un moment, parce que je vois des memes souvent passer sur Facebook, je vais être franc avec toi, il y en a que je suis comme, qu'est-ce que j'aimerais comprendre ce meme-là, là? Genre, j'ai pas écouté l'épisode, genre, c'est comme, de quoi tu parles? Il y a rien qui fait du sens si tu l'as pas écouté, pis t'es comme, ah, faut que j'écoute ça, là. Mais t'as-tu un moment en particulier que dans ta tête, tu fais, ok, mon podcast, si ça peut être juste ce moment-là, genre, over and over again, je voudrais que ça soit ça. Là. Les tatous d'encre. C'est quand Steph a émis son hypothèse que tous les marins qui ont un tatou d'encre, c'est pour se rappeler les orgies homosexuelles qu'ils ont vécues dans la marine. C'est mon moment préféré. Et que ce que j'adore dans tout ça, c'est que Joe, on est avec Joe Cormier, puis il fait non, c'est pas vrai! On essaie de le convaincre. C'est extraordinaire. Ça montre que c'est un partenaire de jeu exceptionnel, parce que si cette séquence-là fonctionne, c'est grâce à Joe qui résiste. C'est Joe qui dit que c'est faux, puis on doit le convaincre. Puis non! Puis ça, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Si il avait juste embarqué, ben oui, c'est sûrement ça, ça aurait été moins drôle que voir Joe qui fait non. Il réagit sérieusement à notre niaiserie. Qu'il l'évalue, les gars. Attends, j'écoute ce que tu me dis, là. Mais je ne crois. C'est pas très logique. Ça. Fait que tu penses quoi des filles qui ont un tribal dans le dos? C'est très excitant. Ok. C'est très excitant. Pour vrai? Oui, c'est très excitant parce que ce que ça envoie comme message, c'est pour ça que c'est excitant, tout ce qui est... c'est pour ça qu'une fille qui met du maquillage, c'est excitant. C'est que t'envoies le message que dans la société, c'est un message qui envoie que je suis sexuelle et je suis ouverte. Alors, si t'embarques dans ce message-là, c'est un message en disant « Bonjour, je suis sexuelle, je suis ouverte ». C'est un peu comme Catherine Levac avait une joke géniale où elle expliquait quand elle était prête à coucher avec un gars, elle s'est acheté une petite sacoche Gap. Parce que ça, c'est le signe que t'es assez mature pour coucher avec un homme. Je trouve ça super drôle. Ah, c'est très bon, Les gars dans la société, là, je suis prêt, là. Ah, moi, je sais pas nous autres, mais ça... Mais il y a... Elle est passée la mode des tribales dans le bas du dos, je pense, aussi. Malheureusement, oui. Non, attends un peu. Il y a les nouveaux tribales. Je tiens à te le dire, Faf, parce que là, toi, t'es passé de mode, là. Genre, il y a des... ce que j'ai vu récemment, c'est des genres de pins, dans le fond, des piercings. T'en as 2, tu sais, admettons, t'es doggy, où tu peux mettre tes mains et tes pouces rentrent dans le dos, là. 2 piercings là, genre un là. Et première fois que j'ai vu ça, j'ai fait un saut, mais je me suis arrangé pour le revoir une couple de fois après, par exemple. C'est ça aussi, là, ça dit ce que tu dis tantôt. Tom, là, c'est comme, je suis disponible, là, je suis prête, là. C'est excitant. Ouais, je comprends ton point. Les piercings, à moi, c'est vos tribales à vous autres. C'est bon, je comprends. C'est bon, là, on s'en...
Oh wow! Puis je vais passer du coq à l'âne. Ton opinion, c'est quoi ton opinion sur le mot trash? Je sais pas ce que ça signifie le mot trash. Ben, Je- ok, ok. pour moi, j'éclate de rire ou j'éclate pas de rire. Ok, ah, ben, si tu vois, c'en est une, ça, opinion. J'ai bien là-dessus. Je veux dire, moi, je suis convaincu. Moi, dans la vie, c'est difficile de me choquer. Par contre, c'est très facile de m'ennuyer. Mhm. Et je pense que c'est pas parce que tu fais de l'humour plus osé que t'es moins intelligent. Puis c'est pas parce que tu fais de l'humour osé que t'es nécessairement ouvert d'esprit. C'est juste un style d'humour au point, puis that's it. Ouais, Funny is funny, là. Ce qui est drôle, c'est tout. ouais. Puis c'est Il y a des simple, trucs- mais très bon comme réponse. Moi, ça me fait. J'ai pas de style d'humour favori. Je crois que l'humour, tout est basé sur la surprise. Alors, c'est sûr que un humoriste qui se dit, moi, je fais de l'humour trash, ben après un moment, c'est plus te surprendre parce que tu le sais. Fait que je crois que n'importe quel artiste. Et moi, j'aime que les artistes qui sont pas multidisciplinaires, mais qui peuvent faire plein d'affaires en même temps. Et si tu es capable d'avoir cette couleur-là, c'est génial. Fait que toi, dans le fond, Michel Lausière, il te donne un orgasme. C'est qui, Michel Lausière? Lui qui est dans les fous-braques, là, qui faisait de la musique avec des fusils à l'eau pis toutes sortes d'affaires de même, là, ça te dit de quoi? Oh, ça me dit rien malheureusement, mais je vais aller voir. C'est quoi ça? Il y avait plein de klaxons de vélo, puis il faisait de la musique de même. C'est un Québécois, là. Il jouait de la il faisait de la musique. C'est avec une aiguine aussi. Il jouait de l'aiguine. En tout cas, c'est. Ah, Ok. les hommes orchestres, c'est tout le temps bon. C'est tout le temps bon, les hommes orchestres. Ben oui, c'est un homme orchestre, là. Ah, génial. Puis il y a eu un one-man show, genre en 2002-2003, quelque chose de même, là. Puis. Il n'y en a pas eu deux, c'est surprenant. Ben, ben, il était dans un duo qui s'appelle Les Fous-Braques. Puis tu sais, ça avait fait un tour du monde, là. Ça avait été à Johnny Carson, dans le temps. Puis il était revenu, puis là, il s'était parti d'une carrière solo, là. Tu sais, c'était pas un deux de pique, là. Écoute, ce gars-là, je me souviens de l'avoir vu dans les grands rires de Québec quand Ouais. j'avais 7 ans, genre, que ça passait à Canal 2, là. Mhm. Wow. Ok. Génial. Fait que tu ne connais pas Michel Lausière. Ah, shit, c'est dommage. Mais quoi? Non, c'est le fun, parce que je vais avoir le plaisir de le découvrir. Mhm. Ouais, ça, là, tu prends une coupe de bière, t'écoutes ça, là, puis tu passes la meilleure soirée de ta vie, là. Ah, j'en doute pas. Tes humoristes favoris, autant. T'écoutes-tu des humoristes anglophones, premièrement? Oui, ben oui, je suis tombé dans le stand-up avec l'application LimeWire en Oh! downloadant des vidéos de Chris Rock. As-tu déjà pogné des virus par LimeWire? Heureusement, jamais. 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 Moi, J'étais assez... Moi, j'ai pogné un virus qui changeait toutes tes photos par des photos de Lassie. C'était genre une petite connerie, là. Fait que Puis moi, je commençais à downloader de la porn, puis toute ma porn, c'était fait changer par des photos de Lassie. Ah, c'est exceptionnel. C'est le meilleur virus. Malheureusement, j'ai jamais eu ce virus-là. Mes humoristes favoris, il y a... quand j'étais enfant, j'adorais François Morancy. Je l'aime encore, mais je me suis des souvenirs de François Morancy qui me fait rire et qui a une imagination et des images. Martin Petit m'a fait beaucoup rire, me fait encore rire. Deux humoristes que je trouve encore excessivement pertinents. Mike Ward me faisait énormément rire. J'aimais beaucoup Histoire de filles, ça me faisait beaucoup rire. Ouais. Dans une galaxie près de chez vous, ça me faisait éclater de rire. Les Invincibles, j'aime beaucoup ça. Fait que toi, de la question, si t'étais plus galaxie près de chez vous ou radio à faire, toi, t'étais plus une galaxie. Moi, j'aime beaucoup le sport. Fait que tout ce qui est rivalité, puis s'attacher à un groupe, puis haïr un groupe pour d'autres raisons, je l'ai là-dedans. Fait que j'ai pas besoin de l'avoir dans l'art. Je peux autant triper sur Legault que Robert Aubert dans Radio Enfer. J'ai pas besoin de choisir. J'haïssais les Blues de Boston, c'était assez. Hey, on t'a parti une conversation sur le chat, là, le monde parle. Hey, te rappelles-tu d'Emule, Napster, Mega Upload, ça, j'ai jamais connu ça. Mais Coblock, ben oui, mais Coblock appartient à Kim.com. Je crois, je peux me tromper. Kim.com, c'est un grand hacker hyper riche qui est un champion, je pense, de Counter-Strike.
C'est un gars anti-loi. Lui, c'est un power libertarien. Oui, Kim.com, c'est un gars assez fascinant. Ok, Chris, tu me donnes le goût d'aller chercher ça. T'es-tu déjà servi de MIRC? Non, trop vieux. Trop vieux? Je suis trop jeune. Je suis trop... Trop jeune, ok. trop jeune. Puis t'as pas connu ICQ non plus? Non plus. Ok. On a commencé avec Messenger, on a commencé avec MSN plutôt. MSN. MSN. Avec, avant ou après les Wiz? C'est quoi un whiz? Les Wiz, c'est quand tu pesais sur le petit piton, là, puis ça faisait... Ça bougeait dans ton écran pour te répondre le plus vite possible. Ah oui, oui, avant ça. Puis Ok. puis t'avais tout le temps du monde qui écrivait le vie amoureuse dans le nom, là. C'était Ou des paroles de tunes genre de The Use. Ah ouais. ouais, c'est genre, mettons, Charles, chérie, reviens, je t'ai perdu, reviens. Enfin, Ah ouais, ouais. c'était fou. Ça, c'était fou. C'était complètement fou. Complètement fou. Là, tu pouvais Bon, ça. yeah. Tu sais, je savais que mon ami, que j'osais pas plus vraiment, s'est fait une blonde. Il l'a laissé, ils ont repris, il l'a laissé, ça en a fait un autre. Là, il était en crise parce que je voyais tout ça juste avec les statues du monde. C'était tellement beau, là, ce C'est temps-là. génial. Mais ça serait le fun que ça revienne. Genre, pour vrai, je me demande pourquoi que c'est parti en tant que tel à la base, MSN Messenger. Genre, c'est-tu parce que Facebook est apparu tranquillement ou genre, parce que il me semble qu'il y a eu un float, il y a eu un moment où il y avait comme plus de conversation wish, là, c'était juste des messages textes qu'on pouvait envoyer, là. Ouais. Ouais. Je savais pas s'il y avait eu autre chose qui avait pris place puis que j'étais pas au courant parce qu'à Rimouski, on l'avait pas pogné, là. Mais t'as raison, je pense que c'est les messages textes. C'est quand c'est arrivé que ça a tout parti, là. Ouais. Moi, à mon souvenir, là, c'est juste ce que tu dis. J'étais sur Messenger. On a commencé à se texter. Alors à quoi bon être sur Messenger? Hey, t'as-tu déjà texté sur un flip phone qu'il fallait que tu fasses 3 fois la même lettre pour. Bien sûr. Hey, c'était-tu de la merde? Bien sûr, c'était cool ça. Tu De vois, quoi ça. c'était de la merde, c'était le fun. Quand t'écrivais ce que t'avais à écrire, il y avait plus de salut, envoie, salut, ça va, qu'est-ce que tu fais? T'allais direct au point, c'était le bon Ouais. vieux temps. Aujourd'hui, arrête-moi le small talk, qu'est-ce que tu dis? Dis-moi ce que tu veux me dire. Ouais. Yo, comment ça va? Yo, qu'est-ce que tu veux? Ça dépend de qu'est-ce que tu veux. Ça dépend. On va te dire, dis-moi ce que tu veux, me dire comment je vais. T'es-tu le genre de gars qui pogne les nerfs quand quelqu'un te laisse un message vocal sur ton cellulaire? Oui, non, moi je pogne les nerfs quand je rappelle. Puis tu me dis, non, mais je t'ai laissé un message. Alors, fuck là! Non, non, pas raccrocher ou laisser un message qui te rappelle. On se parle, qu'est-ce que tu m'as dit? Répète. Je vais l'effacer tantôt, aussi là, pour l'instant, Oh, parle-moi. C'est ça, fait que je t'ai laissé un message. Oui, mais non, fuck! C'est évident, j'écoute mon message, ouais. Il y a du monde qui demande sur le chat, t'es-tu gamer un peu ou? Zéro, malheureusement. Zéro. J'exagère. Mais la dernière fois que j'ai joué, c'est à Madden il y a 3 semaines. Ok, Alors, t'es pas beaucoup. pas le T'es plus. plus football ou hockey? Je joue juste au football. Ok. Au hockey, depuis qu'on a changé les contrôles, puis que tu Ouais. fais pas juste appuyer sur A pour envoyer la rondelle, je ne suis pas capable de contrôler la rondelle et d'envoyer la rondelle vers le filet. Alors c'est très plate pour être capable de À lancer. partir, dans le fond, d'une échelle 2006, t'as arrêté de jouer, là? Exactement. Exactement. Tu vois, moi j'ai arrêté à une échelle 95, fait que j'étais un petit peu plus vieux que vous autres. Parce que c'est la meilleure affaire. C'est comme voir un film de Kubrick et dire j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir du cinéma. C'est compréhensible. T'as compris le principe en arrière, les nouveaux joueurs t'en calissent. Ouais. Puis moi j'ai arrêté. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai rejoint NHL. Puis moi, mes vieux NHL, ce qui est le plus fun, c'est qu'il y avait un arrêt de jeu. Tu pouvais aller battre tout le monde. Moi, ça T'es m'amuse. sur Triangle, là? Ouais, là on pouvait plus, vu que c'est réaliste, au lieu d'aller frapper Sidney Crosby, il y a une animation où Sidney Crosby boit de l'eau, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il boit de l'eau? Ça? Ouais, mais comme c'est réaliste, mais oui, mais ça, c'est ce qui est réaliste aussi, je suis seulement à la télé de regarder boire de l'eau, ouais. Hey, une échelle 95 dans le temps, quand tu faisais l'arbitre, ton joueur se faisait sacrer dehors de la game. Fait que j'avais fait le test de faire sacrer dehors de ma game tous les joueurs de mon équipe, voir qu'est-ce que ça faisait, puis je jouais sur mon ordinateur, puis le jeu il a juste fermé là. Ouais, si tu fais Ah, ça, c'est génial. je vais te le dire pour de vrai, là. Si tu fais ça un jour, moi, j'ai bunté une POC sur un arbitre, ok? Dans la vraie vie, là, j'ai juste poke-checké une POC sur un arbitre. J'ai eu 5 games de suspension plus comité de discipline. Wow. Fait que je te confirme, c'était réaliste comme jeu, là.
Même si c'était 95, là, j'y crois. Là. Ah, c'est génial. Oh, wow. Mais toi, je te pose souvent la question, JF, mais t'as déjà joué avec Crosby, toi, je pense, hein? J'ai joué ces patinoires extérieures avec Crosby quand il était à Rimouski ici. Sinon, Pat Cormier il sortait avec la sœur de mon meilleur chum de gars dans le temps. Fait que j'ai joué au hockey souvent avec Pat Cormier. J'ai pratiqué avec l'Océanique une couple de fois aussi. Puis après ça, ça a été Midget Espoir, Midget 3, Collégial 3. Wow! Ouais. C'est vraiment cool. Ben, c'était le fun. Mais Crosby, juste pour te dire à quel point ce gars-là était génial, là. Admettons que j'étais sa patinoire extérieure avec une gang de chums ici, là, à 3 coins de rue, puis on s'amusait. Lui, il se pointait, genre, ben tout seul. Il était arrivé à pied avec son snatcher, met ses patins, il a une puck, puis il joue dans son coin jusqu'à temps qu'on lui dise « Hey, viens jouer avec nous autres », puis il fait comme « Ça vous dérange pas », puis t'es comme « Chris, t'es le meilleur joueur au monde, viens jouer avec nous autres », puis il dit « Ok, c'est bon, y a pas de problème. » Hey, je me suis fait empisseter par ce gars-là, là. Genre, il m'a manqué de respect, là. Genre, il m'a passé la poutre 8 fois entre les patins, puis j'étais un défenseur que je crois que je me débrouille bien, c'est sûr, j'étais un petit peu plus jeune, là. Mais quand il me l'a passé entre les patins, j'étais comme, hey, va chier, là, j'ai manqué pogner les nerfs et essayer de le geler, là. J'étais comme, ok, il est pas bon, lui. Puis pour vrai, c'était. T'avais pas besoin d'autres personnes pour jouer avec Crosby, genre, legit, là, une tank à eau chaude aurait été capable de scorer avec Crosby dans ton équipe. Ou Chris Kunitz. Comme Pascal C'est Dupuis. exactement ça. Pascal Dupuis, tous les jours il texte, il dit merci pour les bagues. Ouais, c'est ça. Merci. On refait de quoi n'importe quand, je te paye la bouteille de vin, là. Mais pour vrai, il te mettait à puck, t'avais le bâton dans les airs, t'avais une puck qui arrivait sur ton bâton puis ça rentrait. C'était ridicule tout ce qu'il faisait avec une rondelle. Puis Chris, il avait comme 16-17 ans, là. Aïe, aïe. Ouais, fait que ça a été un beau moment de hockey que j'ai eu avec ça. Avec Pat Cormier, avant qu'il donne le coup de coude au championnat canadien aussi, là. C'était des beaux moments, là. Ah, c'est malade. Ouais, c'était cool, des beaux moments. Mais tu joues au hockey aussi un peu, je pense, Tom, de ce que tu avais dit. Là. Non. J'ai joué au hockey pendant J'ai appris à patiner à l'âge de 29 ans. C'est ça, je veux que tu m'en parles. Comment ça va? Ben là, je peux plus jouer. Quand je jouais pendant 2 ans, j'ai joué à toutes les semaines. OK. Et en même temps, je jouais au basket. Mais vu que je patine comme ça, moi, les patins, c'est comme ça. Mais vu que j'ai pas appris à patiner, j'ai pas la force, fait que je suis comme ça. Ben, c'est cheville. Fait que ça a chié mes chevilles. Je me suis déchiré le tendon d'Achille au basket. Depuis, je joue plus. Oh fuck, ok. Je suis guéri, là. Maintenant, je joue au basket. Mais j'ai décidé de plus jouer au hockey parce que vu que je patine trop de même, j'ai choisi le basket plutôt que le hockey parce que ça m'a gagné mes chevilles. J'ai une question qui est sur le chat qui pour Jeff Otis. Crosby a de l'air de quoi nu dans le vestiaire? Très bonne question. D'après moi, il y a le pénis à Eric Salvaire. Le garçon gagne sur tous les points. Non, pour vrai, je sais pas. Je n'ai pas été dans le vestiaire avec dans d'autres. Wow. J'imagine que tu as la chance d'avoir Crosby dans ton podcast, Thomas, c'est sûr que tu le prends. Ça me ferait plaisir. C'est un rêve. Mon vrai rêve, c'est Ginette Renaud. Ah ouais? Mon rêve, c'est un podcast avec Ginette. Puis t'as-tu une chaîne de contact assez développée pour te rendre à elle, tu penses? Non, pas encore. Mon objectif, c'est d'avoir un bon podcast. Et dès que j'ai une chaîne, mon gros objectif, c'est le faire live avec un pianiste. Et de temps en temps, elle va chanter des chansons avec le pianiste, puis elle revient me jaser. Wow. C'est mon rêve ultime. C'est mon podcast ultime. Je me suis dit, dans 5 ans, c'est possible. Pour vrai, legit, ouais. Si, il faut qu'elle reste en shape, la madame, là. Puis c'est une jaseuse. Ouais. Elle a des anecdotes, cette madame-là, ça doit être l'enfer, là. Ouais, elle dit tout. Elle dit tout. Un tel, il fait des mauvais cunilingus, comme pardon. Ça va être génial. Puis elle l'assume. Ah ouais, un tel, si il voulait pas de moi. Fait que là, j'ai vendu des albums, puis là, mais j'étais couché avec son frère. Ginette, qu'est-ce qui se passe? C'est exceptionnel. Ginette, t'as demandé comment ça va après-midi. Si, je t'ai pas rien demandé de ça, là. Elle est exceptionnelle. Et elle a une voix unique. Elle a une voix unique. Il y a de quoi de particulier. Puis aussi, ce que j'aime de Ginette, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Mike Ward. Dans le sens, Mike Ward, il adore l'humour, il fait tout pour l'humour. Elle fait tout pour la chanson. Ouais. Je crois que ça fait. Elle l'a dit elle-même, une fois, elle était à une émission, puis elle avait dit
Je comprends pas les chanteuses qui jouent au golf l'été. Tu es une chanteuse ou une crise de joueuse de golf. Chanter, c'est en toi. Tu peux pas jouer au golf l'été. Tu veux faire des tournées. Puis je comprends ça. Je comprends cette obsession quand t'as un art qui te fait triper. Mais je vais te poser une question parce que je suis vraiment curieux de savoir. Ginette Renault ou Céline Dion? Dans ton cœur à toi. Là. Ah, Ginette parce qu'elle va y aller. Ce qui est plate avec Céline, c'est que dès que tu lui dis Yo, t'as-tu couché avec une femme, elle se lève par rapport. Je parle pas côté invité, je te parle côté chanson, genre talent de chanteuse. Lequel que toi tu préfères? À mon humble avis, la meilleure chanteuse, c'est Ginette. Les meilleures chansons, c'est Céline. Oh, ok, c'est bien twisté ça. C'est bien twisté. La meilleure voix, c'est Ginette. C'est incroyable. J'ai réécouté, je sais pas si vous l'avez vu, quand elle a chanté C'est pleine, Ginette Renault avec Céline Dion puis Jean-Pierre Ferland, là. Puis genre, t'écoutes ça, là, pis t'es comme, ok, c'est côté puissance vocale, t'as comme Céline qui se tasse, qui fait, vas-y, finis là, je suis plus capable. Je trouve que Céline, c'est une... Voici, je pense que Céline, c'est une... Comment placer sa voix, c'est unique, là. Elle peut s'adapter à n'importe qui, puis dans un même concert, chanter avec Éric Lapointe, les Sœurs Boulay, Jean-Pierre Ferland et Ginette Renault. Comment tu fais ça? Ça n'a pas de sens. Non, Par contre, la performance de la voix, Ginette, je peux comprendre, elle pèse 245 livres, elle a du coffre, c'est comme Aretha Franklin, elle peut plus pousser simplement parce qu'elle a plus de coffre. Là. Mais moi, j'avais... C'est plus l'organe est plus puissant. Mais je peux rien enlever à la technique et au senti de Céline Dion. Il y a l'actrice Rachel Gratton qui a une théorie que Céline Dion, c'est la plus grande actrice au monde parce qu'elle n'a jamais été elle-même. Et si tu observes Céline Dion, elle a un personnage public, médiatique différent dans chaque pays. Au Québec, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Chine, c'est pas la même Céline. Ah, ouais? T'as-tu écouté la première fois que Céline a fait Johnny Carson? Tu sais c'est qui Johnny Carson, premièrement? Elle t'avait fait un hostie de frette parce que Johnny Carson, t'arrives là, pis t'as des règles, pis il était sponsorisé, pis le gars, dans ce temps-là, c'était l'animateur TV le mieux payé. Puis elle est arrivée là, pis elle a commencé à plugger plein de produits. Genre, elle dit, j'ai enseigné c'était l'école qui m'a enseigné l'anglais, c'est une école privée pour s'inscrire, vous faites ça. Le fret que ça a fait, mon gars, là. Ah, c'est génial! Je vais aller voir ça. Mm. Ah, je vais aller voir ça, c'est génial. Ah, pauvre. Mais je suis curieux de savoir combien, genre, que ça peut y rapporter que la compagnie dise, regarde, parle de notre école privée, là, puis... Ah non, je pense que c'est juste une erreur de bonne foi. Je pense pas qu'elle s'est fait payer pour ça, là. Ah, mais c'est bon. Ok. Non, tu sais, c'est elle. Elle était juste... Parce que elle, dans le fond, elle avait eu un esti de gros makeover pour... là, tu vas devenir une chanteuse, puis tout. Puis une des premières apparitions qu'elle a faites suite à son makeover, c'était Johnny Carson. Fait que, tu sais, imagine-toi, puis elle devait le savoir là, jusqu'à quel point que c'était big, cette émission-là. Là. Fait que, imagine-toi, là, la pression qu'elle avait. Fait que c'est juste une erreur. Là, mais... bien faire. Je veux aider l'école qui m'a aidé, puis non, tu ne peux pas faire du placement de produit ici, madame. Oh, ok, Chris. Okay. Mm-hmm. Parce que tu vois, j'avais pogné Johnny Carson, quand il a pris sa retraite, il avait fait un top 10 de ses moments les plus malaisants, puis ce bout-là était dans son top 10. Ah, c'est génial! Je suis un gros fan de talk show, moi, c'est pour ça que. Mais bref. Sinon, les invités que tu rêverais d'avoir, ça serait qui, toi? Ginette Renault, Rémi Girard. Oh, Chris, oui. J'aimerais ça avoir François Letourneau, l'auteur des groupes. Je veux juste faire un arrêt sur Rémi Girard. Moi, Rémi Girard, quand j'étais jeune, c'était comme l'acteur que tu voyais partout. Puis à un moment donné, j'ai compris un peu plus c'était quoi la job d'acteur, puis tout. Puis câlisse, qui est hallucinant. Ben oui, il est juste. Et aussi, ce qui est cool au Québec, c'est qu'on demande aux comédiens de faire toutes sortes de rôles. Tu peux faire un film d'action, ensuite de la comédie, ensuite du drame, du théâtre dans la même semaine. Parce que les acteurs américains, ils ont pas. Généralement, si t'es une belle fille, tu joues la belle fille. Si t'es un gars qui fait des films d'action, tu fais des films d'action. Des comédies. Ça m'a toujours fait rire quand ils disent hey, Jim Carrey joue de la comédie et du drame. Au Québec, tout le monde fait ça. C'est ça qui
son nom m'échappe malheureusement, mais la dame qui jouait dans Unité 9, là. Guylaine Tremblay, elle jouait. C'est une des plus grandes comiques et une des plus grandes dramatiques. Et bref. C'est vrai. Alors, beaucoup de comédiens. C'est sûr que Jean Leloup, j'adorais ça. Mais ce qui est top de Jean Leloup, c'est que je sais pas, il est où. Ouais, pis Jean Leloup, tu sais pas où c'est qu'il va t'emmener, pis t'as pas le choix de le laisser aller dans son corps. Hey, mais tu serais bon pour l'avoir. Moi, je m'en fous. Moi, comme va le suivre, là. Ma question, c'est de mettre dans le studio devant un micro pendant 1 heure. C'est ça le défi. Comment prendre cet homme, le mettre dans un immeuble, devant un micro pendant 1 heure. L'entrevue, je m'en fous. Cet homme est brillant et génial. Peu importe ce qu'il dit, ça m'intéresse. Le plus tough, c'est hey, peux-tu être à une place à... Ça, c'est ça le gros défi. Là. Lui, je suis sûr que ça ressemble à Bill Murray. Je sais pas si ça... Parce que Bill Murray, si tu veux l'avoir, il n'y a pas d'agent arrière. Il faut que tu lui laisses un message vocal sur son répondeur personnel de son téléphone. Puis il écoute un message sur 100. Fait qu'il faut que ça tombe sur le message sur 100 qu'il écoute. Puis lui-même, il l'a confirmé en entrevue que c'est comme ça qu'il marche. Fait que... génial. Fait que je suis sûr que Jean Leloup marche d'une façon de même. Non, je connais quelqu'un qui a travaillé avec. Ok. C'est plus que tu ne... Il est imprévisible. C'est-à-dire que tu peux lui offrir, hey, voici, il t'offre beaucoup d'argent pour faire un concert. Puis il dit non! Moi, je veux aller au Nunavut. Puis tu fais, pardon? Puis ils vont au Nunavut. Puis ça, c'est arrivé. Puis à un moment donné, il y avait une entrevue avec Christiane Charette. Il dit, on m'a offert des millions pour faire quelques concerts, puis je me suis ennuyé. J'ai pris ma blonde du moment, puis je suis allé sur la plage. Puis elle a fait pourquoi? Puis il dit, c'est vraiment le fun de faire l'amour sur la plage. Il est imprévisible. C'est fou, Red. Moi, j'adore ça, les artistes qui font ça. T'sais, les autres, là, c'est I do what I want and I don't fucking care. Il suit ses pulsions. Daniel Bélanger, il est pas aussi intense, mais Daniel Bélanger, moi je l'adore. Dans l'entrevue, il est tellement tout le temps honnête. Là, genre, s'il sort d'un show puis il se fait demander, puis comment t'as trouvé à soir? Ah, c'est un hostie de show de marde. Il est génial. Et ce qu'on m'a dit aussi, parce que il faut savoir que Steph, c'est une compagnie. Elle et son partenaire, Jean-François Renaud, a travaillé longtemps en musique. Il connaît beaucoup les musiciens. Et Daniel Bélanger, peu importe qui il rencontre, tend la main et il fait bonjour, moi c'est Daniel Bélanger. C'est l'humilité sur 2 pattes. Oh, mais je Daniel Bélanger. Puis il dit bonjour, c'est Daniel Bélanger. Puis tu dis oui, Daniel Bélanger, c'est effectivement Daniel Bélanger. Puis il t'écoute. Puis... Non, c'est cool, ça, du monde de même. Parce que, tu sais, je suis un métalleux, je veux dire, si tu checkes les chandails en arrière de moi et tout, mais je sais pas pourquoi, je connais énormément de personnes qui aiment le même genre de musique que moi, que le pop en général sont pas capables. Je dis pas qu'il fait du pop, mais on aime tous Daniel Bélanger. À mon avis, c'est pour les un peu comme dans le métal, il y a beaucoup, dans sa musique, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des changements de mouvement. Mm-hmm. C'est pas le même beat, c'est ça, là, les mouvements sont différents, un peu comme dans la musique métal. Ce qui est cool, c'est que c'est pas juste un riff, c'est 7 riffs dans une tune. Mais lui, sur YouTube, je pense qu'il y a la vidéo d'une de ses premières entrevues TV ever, puis c'était, je sais pas si c'était à Musique Plus ou quelque chose de même, puis il a envoyé promener, il a gagné un concours, puis il a envoyé promener le concours 2 minutes après de l'avoir gagné. Ah, ça c'est génial. C'est génial. Moi, ce que je trouve dommage aujourd'hui, la télévision, parce que moi, j'étais habitué de grandir avec Musique Plus où il y avait des moments comme ça. Il y a plus de musiciens qui prennent la parole. Mm-hmm. Ils donnent plus des musiciens, genre, je parle pendant 10 minutes. Et surtout, ils ont tellement peur, il n'y a plus de moments bizarres. Tout est tellement répété et sectionné. Ben oui. Il n'y a plus de moments où éclater. Et on oublie que c'est ces moments-là qui sont géniaux. C'est ce qui fait, à mon avis, c'est ce qui va tuer la télévision. Souvent, j'entends beaucoup pourquoi les gens écoutent des podcasts. Les podcasts, c'est pas nouveau. Les podcasts, c'est la même vibe de la télévision, mais de 2004. Il y a des petits flottements, c'est plus relax, c'est plus casual, puis c'est plus... J'ai reçu Babu à mon podcast, et en y parlant, j'ai fait « Ah, on est à Musique Plus, là. » C'est la même énergie. C'est la suite du mois. Mais Musique Plus, c'était génial parce que il y avait tellement pas de budget, puis c'était tellement il était presque tout le temps live et tout, ce qui est assez malade, qu'il arrivait n'importe quoi. Moi, excusez, mais le chanteur de Blind Melon qui en sac une à Denis Talbot, là, c'est malade là, comme moment. Là, où c'est que tu peux vivre ça ailleurs qu'à Musique Plus? Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Puis je crois que, tu sais, aussi ce qui est cool, c'est que ceux qui trippent sur Musique... Tu sais, autant Musique Plus, c'était pas les... C'est aussi ce qui était cool à Musique Plus, c'est qu'on se calissait des codes d'écoute. Mm-hmm.
Ce qui est le cas aussi pour les podcasts. Là. N'importe qui dit mon podcast a plus de clics que l'autre, tu sais de quoi tu parles? C'est pas ça, tu s'en fous, c'est pas ça l'énergie. Là. On n'est pas à radio. Il y a de quoi de génial là-dedans. L'important, c'était de créer des moments, c'était pas de voir des meilleurs codes d'écoute. J'ai jamais su c'était quoi les codes d'écoute de Musique Plus, puis ça m'a jamais intéressé. Eux autres, j'imagine qu'ils se savaient à l'interne, mais ouais. Tu me donnes le goût d'interview du monde de Musique Plus, je vais me servir de mes contacts. Appelle Babu. Appelle Babu, va le faire. Oh non, je sais que Babu. J'ai déjà fait un show avec Babu, moi. Babu a fait un peu d'humour. Oui, oui! C'est comment? Le show bon, que j'ai hein? fait, c'était horrible. Mais il l'a dit lui-même, il était pas bon. Il dit, je comprends pas, je suis drôle dans la vie, mais pas sur scène. Il l'a dit candidement. Il dit, je suis très drôle dans la vie, mais j'arrive pas à transposer sur scène. Mais je suis sûr que je suis capable. Parce qu'après, j'ai eu ma soirée au bateau de nuit, puis j'avais offert un 15 minutes. Puis tu t'as vu que je l'ai titillé là, puis pendant un mois, il me répondait, genre je vais le faire, je le ferai plus, je vais le faire, je le ferai plus, ça vraiment aussi. Mais le show que j'avais fait, c'était à la Petite Grenouille de Sainte-Foy qui est fermée bien avant la COVID. En tout cas, il me semble qu'elle était fermée. Puis le stage, comment que je t'explique, il est tellement haut que mettons t'es debout devant le stage, il faut que tu montes ton bras full haut puis pour toucher le bord du stage. Et Babu il était là puis il comptait ses anecdotes de Musique Plus, mais je te jure, là, il y avait. Le show il a commencé à 11h du soir, le monde était sourd-raide, personne l'écoutait. Puis lui il comptait ses anecdotes là, genre que tu sais quand il faisait la descente pas d'allure, puis que là il avait eu peur que la police débarque. Il raconte une anecdote de même, mais personne n'écoutait, tout le monde s'en sacrait. Moi, j'embarque sur stage, je fais juste dire le mot avortement, je trigger un gars, que si le stage n'avait pas été haut de même, il trouvait une manière pour monter sur stage parce qu'il voulait venir m'en sacrer une. Puis là, Babu vient, tu sais, Babu, il me fait un signe en voulant dire, fais-toi ça pas, il sera pas capable de monter en haut, continue. Wow! J'avais 15 minutes à faire, j'ai fait mon 15 minutes sans que personne m'écoute. Puis je suis parti, puis ça a été ça. Puis Babu lui a continué, là, parce que il a le show commencé à 11h, puis je pense qu'il finissait à 3h du matin. Puis il s'est rendu compte après que, ouais, finalement, c'était peut-être pas une bonne idée de concept de show, ça. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. J'aime tout. Qu'est-ce que tu me Puis attends pas. Il y a deux humoristes quand même établis que je ne me dropperai pas parce qu'ils vont peut-être m'en vouloir. Quelqu'un qui a vu les conditions du show, en fait, fuck off, on s'en va. Et il a demandé à un open micer, que je te jure legit, qu'il y avait 10 shows. Dis-toi, t'es capable de faire combien de temps? Ah, je peux te faire une demi-heure. Va faire une demi-heure. C'était une demi-heure d'un gars pas d'expérience avec du mauvais matériel devant des gens sous. Qui l'écoutait pas. Ça devait être un beau moment. Hey, ça devait être un moment que tu voulais vivre, par exemple. Ah, ben oui, sûr. Ah, c'est génial. Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Hey, des moments de même. Le petit c'est. Ce genre de moment-là, j'aime ça, vivre ça, moi. Ben oui. Moi, j'ai fait un show. Je vais compter mon expérience, puis je vais vous demander vos expériences après. Moi, un des pires shows que j'ai fait, c'était à l'UQAR. C'était à l'Université du Québec à Lévis, ou je sais pas trop quoi, mais c'était un campus universitaire. Québec à Rimouski, Campus Lévis. Merci, Otis. Avec Jean-Michel Martin, là? Ouais, c'est ça. Je fais un show avec Jean-Michel Martel et Guillaume Baron. Guillaume Baron, ça va bien, mais il y a une gang qui sont arrivés, puis ils s'attendaient à un chansonnier. Fait qu'on embarque sur stage. Guillaume Baron peut passer pour un chanteur folk. Oui, effectivement. Tu rentres dans un bar, une fois Guillaume Baron, tu fais oh! Il va y avoir un beau show, là. Mais, tu sais, Guillaume Baron, le monde n'était pas encore arrivé. Fait que lui, ça avait quand même bien été. Jean-Michel Martel, on s'entend, il est fucking bon, ce gars-là. Il arrive sur stage et Jimmy Carr compte ça comme anecdote dans un de ses numbers et je l'ai vécu live. Il y a quelqu'un qui. Premièrement, lui, entre ses jokes, c'est pas bouh, c'est va te pendre le pas drôle, suicide-toi. Je te le dis, parce que c'est des one-liners. Fait que toutes les fois qu'il comptait de ses one-liners, c'était des commentaires de même. Puis là, il fait hey, vous êtes rough. Puis là, il continuait. Puis pendant qu'il faisait son number, moi, ça m'a triggeré ben raide dans ma tête. Il y a un gars qui était au bar, puis il faisait exprès pour parler fort. Tu le vois qu'il appelle quelqu'un. Il dit ouais, je suis dans un bar, puis il y a un show d'humour. Non, vraiment pas. Tu comprends la question qui s'est faite poser? Ben oui. Ah, c'est génial. Fait que moi, je suis embarqué sur stage puis j'ai fait The Aristocrat. Bonne idée. Très bonne idée. Très bonne idée. L'histoire la plus scatophile possible. Là, puis je me suis dit, au moins, moi, vous allez m'écouter, mes tabarnak. Vous allez m'écouter.
Vous m'aimerez pas, mais vous allez m'écouter. Et ça a marché. Ah, c'est génial. La fille qui me payait après, je te payais 50$ pour ça, je te dis, là, quand elle m'a amené l'argent, elle était toute dans ma... Tiens. Ah, c'est génial. Parce que eux autres, ils étaient en crise contre nous autres, là, ces organisateurs-là. Là. Parce qu'on était pourris que le show était mal de même. Là. Ils ont vendu l'alcool de toute évidence. Ils sont corrects. Puis ils ont eu le chansonnier, fait que la soirée a bien fini pour la folle. Crème. Ça va bien. Ah, c'est génial. Toi, Thomas, t'as des expériences de show dégueulasses complètement? Ouais, un show à Laval, dans le quartier industriel. Et je suis rentré sur scène, ils n'ont pas aimé mes blagues. Le plafond était très bas. Sans exagérer, il était aussi bas que où je mets ma main. Fait qu'au moment donné, j'ai tapé sur le plafond, puis j'ai cassé le plafond. J'ai dit « Ah! Je casse tout! » Moi, j'ai trouvé ça drôle. Je me suis dit « Je vais faire du crowd work. Je suis bon en crowd work. » J'ai pogné la belle famille de l'animateur. Et j'étais très sexuel avec eux. L'animateur n'a pas aimé ça, puis pendant le show, il m'a tassé, puis il a pris le micro, puis il a continué. Je me suis fait tasser, il a pris le micro, puis il m'a dit assis, là. Il n'avait pas cru que je parle à sa belle famille. Wow! C'est toi le headliner ou c'était. Non, heureusement. J'étais le troisième humoriste. Les deux autres avant moi, ça s'est très bien passé, fait que j'avais pas d'excuses. Ouais, mais des fois il arrive de quoi où t'es juste un mauvais timing. En tout cas, des fois, ça peut être toi-même aussi le problème. Oui. Là. Ces gens-là ne me trouvaient pas drôle. Mais, petite parenthèse, un coup, j'avais fait un show, c'était un lancement de côte levée. Puis l'attraction principale, c'était des anciens d'Occupation Double qui se promenaient, des anciennes filles d'Occupation Double qui se promenaient puis qui entertainaient la foule. Puis ils ont eu la brillante idée de faire un show d'humour là-dedans. Mais le problème, c'est que les humoristes qui ont fait le show, ils étaient tellement stressés qu'ils l'assumaient pas. Mais moi, j'étais arrivé sous stage. C'était pas mal moi qui avait le plus d'expérience dans toute la gang, puis j'ai fait mon show, puis ça a super bien été. T'sais, des fois, ça dépend vraiment de comment que tu joues aussi, là, puis comment tu l'assumes. Là. Faut vraiment que t'aies pas beaucoup d'expérience pour te dire aïe aïe, je le track, il y a des filles d'Occupation Double d'il y a 4 ans qu'on a oublié. Toi, tu sais, ton pire show, ça serait quoi? J'ai animé une soirée à Québec, dans Limoilou, dans un cégep à Limoilou. Écoute ça, tu vas capoter, Thomas. Mon gérant il me dit « Jeff, t'animes ça, c'est une soirée de musique. » Là, je suis comme « Ok, j'anime une soirée de musique, je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais animer, j'anime à peu près une vingtaine de shows par mois, fait que je vais être capable de me débrouiller avec ça. » Fait que là, je pose pas trop de questions. Après ça, plus ça avance, plus que je pose des questions, tu sais, dans le temps. Puis il reste peut-être une semaine et demie, 2 semaines. Je dis là, je veux juste être sûr avec toi. C'était une soirée de rap dans Limoilou. Tu veux voir ma bite? Un genre de showcase qu'il y avait plein de rappeurs qui se pointaient. J'étais payé à un salaire qu'on pourrait dire que nettement pas assez pour la job que j'ai faite et la dangerosité de la job que je devais aller faire. Je monte sur scène. Fait que là, je parle un peu avec le monde. Il y a une couple de personnes qui me reconnaissent. Je suis comme, OK, eux autres sont chill, c'est bon. Mais là, il y a du monde, tu sais, des flounes de 18-19 ans en avant de moi, qui commencent à m'envoyer chier. Puis là, j'essaie d'animer un peu, puis de parler de rap, tu sais, l'expérience que j'ai, tout ça. Puis moi, il y a une chose qui m'a rentré en tête, c'est Bill Burr, quand il était à Philadelphie, puis qui a commencé à envoyer chier le crowd. Fait que là, j'ai fait, je vais envoyer chier une personne qui est vraiment tannante. Je vais regarder comment elle va réagir, puis après ça, on va improviser à partir de là. Fait que j'ai envoyé chier une fille en avant, je dis « Suis-moi où t'as beaucoup de décolleté pour le peu de sein que t'as », qui est la première dose que j'ai venue en tête en la voyant, et le monde s'est juste mis à crier. Fait que là, j'ai fait « Ok, c'est ça que vous voulez ». Là, j'ai 10 minutes de faire en impro au début, je suis comme « C'est ça que vous voulez », j'ai tout mis mes textes de côté, j'ai fait « Parfait ». J'ai commencé à juste rosser du monde, parler à du monde. Puis là, écoute, le monde était vraiment hype. Puis là, j'ai fait, OK, c'est bon, on va commencer ce show-là, accueillir. Puis là, j'accueille le premier gang de rappeurs. Les rappeurs me donnent toute la main en montant sur scène. Ils font comme, Chris, good job. Puis j'étais comme, ça, c'est pas de la job. Ça, c'est de la survie que je viens de faire, là. OK, on va faire de la job. Mais c'est dans la culture du rap, les insultes. Ouais, ben, c'est ce que j'ai. Ouais, c'est des word-up et tout ça. Fait que je me suis bien débrouillé à cause de ça. Mais le plus beau moment du spectacle, c'est après. Genre, à la fin du spectacle, là, il y a comme la grosse gang du rappeur principal qui est arrivé, genre, beaucoup trop en retard. Ils viennent me voir, ils font comme, yo, l'animateur, je crois que j'ai eu de la merde un peu avec un groupe que j'ai fait sortir parce que Chris, il était juste trop désagréable, il lançait des affaires aux rappeurs sans scène. Fait que quand j'ai monté sur scène, j'ai fait sortir avec les agents de sécurité.
il y a les énormes goons qui viennent me voir, puis là, je suis comme, ah, ils vont me coller sur une volée, puis ils font comme, t'as eu des problèmes avec ces gars là-bas, viens-t'en, on va t'escorter jusqu'à ton char. Fait que là, t'as comme moi qui m'en viens avec mon petit sac, mon laptop, les énormes gars autour de moi, fait que je sors, ça sent le pot partout dans Polyvalente. Je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce que j'étais en train de vivre? Je croise la police dehors, il y a les policiers là, puis là, ils voient bien que j'étais entouré de goons, puis ils font comme, t'étais-tu un rapport à sa soirée? Je suis comme, non, moi, je suis juste l'animateur, je m'en vais me coucher, je suis fatigué, l'adrénaline est tombée, là. Puis, en même temps que je dis ça, il y a deux gars qui commencent à se battre. Genre, ils se tapent sa gueule, ils se reculent, il y en a un qui sort un couteau. Fait que là, la police sont comme, ils bougent pas, les ambulanciers sont à côté de moi. Fait que, tu sais, ils bougent pas en tant que tel, là. Puis il y a un gars qui prend une bouteille de bière, il donne un coup sur une brique, elle casse pas. Il donne un autre coup sur une brique, elle casse pas. Il donne un énorme coup. La quille de bière explose, il se fait tout l'intérieur de la main. Il se met à broyer. Mais broyer, là, puis il fait comme « Ça fait mal! » Puis là, t'as l'ambulancier qui met juste une main sur l'épaule, puis comme « Attends, on va aller recoudre ça. »« Oui, ok, merci! » Puis le gars, il a juste arrangé son couteau, puis la soirée a continué. Puis moi, j'ai fait, à partir de ce moment-là, je m'en vais me coucher. J'ai tout vécu ce que j'avais à vivre à soir. C'est délicieux. Ah, ça a été un beau moment, je te dirais, dans ma vie, animer cette soirée de rap-là. Je n'ai pas animé d'autres après, là. Mais ça a été ça, là. Le gars qui range son couteau, là, qui fait bon, ben. On a fait le tour. Ouais, mais les policiers, tu voyais bien qu'ils étaient comme. T'es à Limoilou, JF, là, tu t'attends à quoi, là? Ça va se battre partout, puis ils font juste dire arrêtez de vous battre! Puis là, ils continuent de se battre, ils sont comme bon, on va aller chercher le cadavre après. Si tu veux, je te. Tu vois, ils ont abandonné, là. C'est incroyable. Mais tu sais, les policiers, dans un sens, ouais, il y a tellement de monde, tu veux pas intervenir trop vite, qu'est-ce que tu veux faire, SP. Mais. Je serais curieux, mais les policiers doivent en avoir en aussi des histoires à raconter. Connaissez-vous des policiers, vous autres, dans la vie de tous les jours? Non. Non? Bon, Non, ben, cette remarque-là va juste finir drette, là. Je connais des policiers. La seule affaire, c'est qu'ils n'ont pas le droit de parler dans des podcasts. Il faut qu'ils passent par la chose publique, là, qui parle au nom d'eux autres. Ils n'ont pas le droit d'aller raconter des affaires et tout ça tant aussi longtemps qu'ils sont policiers. Coucou, tu veux Ah, que tu m'habilles? fait qu'on n'a qu'à se prendre une police corrompue qui a perdu sa job. On va être Ben, il y en a pas un, là. Il y en a pas un, justement, là, qui a fait de la prison, genre hier. Oui, c'est la police du peuple. On parle de la même, là. C'est. Ben, comme ça, il s'appelle la police. Il se surnomme la police du peuple. Ouais. Il arrête le monde qui décide qu'il faut arrêter. C'est une drôle de. Lui, il a vu Batman, il avait été capable aussi. C'est moi, ça. Ben oui, c'est moi. Mon père, il s'est tiré, mais que je peux arrêter le monde. Mais tu connais-tu? Il y a un gars qui s'appelle Pierre Dion. Ben oui! Le gars qui est tout le temps en train de se faire arrêter parce qu'il menace le premier ministre. Il est extraordinaire. Écoute, il est capable d'arrêter de menacer le monde sur Internet. j'ai écouté son dernier vidéo, genre, j'ai ri, là, j'avais les larmes aux yeux. Les 20 premières secondes de vidéo, là, t'entends juste une carte de crédit qui frotte sur une table, après ça, il se fait trois clés, clairement, là, tu l'entends, là, tu entends la carte de crédit. T'es comme, Pierre, t'aurais dû commencer ton vidéo 20 secondes plus tard, esti, là. Prends ton temps, installe-toi, mets-toi sur mute au pire, mais starte pas ça de même, là. Je te le jure, prends le temps d'aller sur sa page Facebook privée, elle est encore là, la vidéo. C'est de toute beauté, là. C'est vraiment de toute beauté. Mais, je sais pas si c'est lui, mais je sais qu'il y a un des gars qui a menacé le go depuis le début de la pandémie, que c'était le même gars qui avait menacé Mike Ward puis Guy Nantel. C'est-tu Pierre Dion, le gars qui a menacé Mike Ward puis Guy Nantel? Ben, il menace beaucoup de gens, fait que la liste des gens qui ont menacé commence à être longue. C'est pas une blague, c'est ce qu'il fait. Il se met en Facebook Live puis il menace le monde. C'est ça qu'il fait dans la vie. Il y a aussi des vidéos de lui qui va. Il est contre le masque, évidemment. Là. Il va maintenant dans des files d'attente, tout le monde sont à 3 mètres, puis il fait des bruits de moutons. Il fait bé, puis le monde le pousse, puis il fait là, pousse-moi pas. Il est absurde, cet homme-là. Il est vraiment absurde. Sérieusement, ça pourrait être aisément un personnage des Bleus Poudres, tu ferais comme Asti, ils vont loin avec ça. Ouais. Il est complètement. Quel homme. Oh, wow.
Ok, là, Jeff, tu parles des Bleus Poudres. Toi, t'as-tu connu ça un peu? T'as-tu écouté le DVD ou des vidéos des Bleus Poudres? Thomas, je sais que c'est un peu... Je me rappelle avoir lu beaucoup de livres de blagues de Ghislain Tachereau. Oui. Puis j'ai pas beaucoup écouté les Bleus Poudres. Ok. Parce que les autres, c'est l'enfer. Là. Les autres, ils se promenaient avec un porte-voix dans la rue, avec pot, coke, hache, mescaline, puis attendaient que la police arrive. C'est des beaux moments. Oui, c'était un autre niveau, là. Ben oui, c'est un autre niveau. Mais il y avait du gars, tu sais, on parlait des polices tantôt, là. Tu sais, André Robitaille qui fait une vidéo déguisé en bout de chat qui s'en va taquiner les polices. Puis il les taquinait pas juste un peu, là. Il se donnait une swing puis il essayait de rentrer dans le char. On peut plus faire Oui. ça aujourd'hui. Sur Internet, tu peux. Ouais. tu peux le faire une La fois. raison, c'est que la raison pourquoi c'était aussi drôle, c'est que t'es pas censé pouvoir faire ça. C'est ça qui est là. Hey, il y a du monde qui en a parlé sur le chat. Je vais t'enligner la question de même. Les expos reviennent. C'est quoi qui se passe émotionnellement dans ton corps? Parce que les expos. Ouais. Parce que tu te fais-tu parler de baseball souvent, bref. Ben non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais si les expos reviennent, il faut que je sois la mascotte. Tellement. Tellement. Mais la mascotte, il faut que je sois Youpi. C'est pas négociable. Je voulais attendre un bout où je comprends pas en tant que tel. Toi, t'es un tripeur de baseball. Le baseball, ça me fait pleurer. Oh, Caliste, t'as raison, je viens d'avoir le flashback. Les baseballs, ça me fait pleurer, mais j'aimerais vraiment ça être la mascotte des expos. J'aimerais ça. Là, tu serais le seul Youpi triste. Ouais, le Youpi, il est chaud de la peine. Oh wow. T'as déjà vu des games de baseball dans des gros stades ou tu l'as juste Mais écouté? j'étais au stade olympique. Le stade olympique, c'était mon camp de jour. Mon père allait me dropper là avec des amis. Ok. Et j'écoutais la balle. Puis je criais des choses aux joueurs hispanophones. Puis il se retournait. Puis je disais, oh mon Dieu, il m'a entendu. Il y a un impact sur la game d'aujourd'hui. Nice. Cool. Bon, ben, hey, regarde Thomas, un gros merci d'avoir accepté le podcast. C'était un plaisir, j'ai adoré ça. Ben moi, j'ai adoré ça de jaser, gars, ça fait déjà un bon... un heure et vingt qu'on se jase puis tout, là, tu sais, c'était juste une... Je voulais avoir une petite discussion de même, jaser un peu tout puis de rien. Toi, t'as-tu de quoi de prévu dans ton temps des fêtes? Tu vas-tu tourner des épisodes? Ça va ressembler à quoi? Je vais continuer à faire j'arrête mon podcast pendant quelques semaines, mon podcast à moi, mais je continue couple ouvert et je recommence en début janvier. Parce que Ok. je veux me ressourcer un peu, je veux un peu me reposer. Et en janvier, je recommence. Ben, chill. ben, j'invite tout le monde. Là, t'as ta chaîne YouTube, t'as ton Instagram. Puis là, c'est quoi l'adresse? Cherche... Je vais le bac dans Google. Ben, mais c'est ça. Tu vas le trouver tout de suite, là. Fait que... un gros merci encore. Puis je te souhaite un super bon temps des fêtes. Puis c'est que j'ai hâte de refaire des choix avec toi. Chris, que t'es une bonne personne. Mais merci beaucoup, moi aussi, j'ai hâte de faire des choses avec vous. Ben, puis une très bonne soirée à toi. Fait que ce soir, on va raider quelqu'un sur Twitch. Ce soir, l'heureuse élue, c'est Lady MP. Alors, let's go le raid. Et le podcast va se terminer direct là.